Bonjour à tous. Ici Jean-Philippe Lebleu avec le Comité pour la République du Canada. On est maintenant le 9 janvier 2015. Encore une fois, bonne année à tout le monde. Je voudrais commencer avec une note un peu plus sérieuse parce que on a tous entendu parler, je crois, des récents événements à Paris, en France, où on a eu, je crois que c'était hier ou avant-hier, on a eu une tuerie qui s'est produite dans un bureau d'un magazine français populaire, le Charlie Hebdo, évidemment qui a frappé vraiment l'imaginaire de l'Europe. On a vraiment eu très peur de cet événement-là. Aujourd'hui, on a appris aussi que les événements terroristes continuent. On a eu maintenant une prise d'otage dans un supermarché de Paris. Évidemment, on fait beaucoup de liens avec ce qui s'est passé là, lors de l'assassinat des 12 personnes au bureau de Charlie Hebdo. On pense avoir capturé aussi certains des responsables, les avoir identifiés. Donc, beaucoup de choses se produisent, mais en fait, ces choses-là, ce genre d'action-là, il fallait y être prêt. Il fallait s'y préparer à cause de la situation politique internationale et notre mouvement, le mouvement de Lyndon LaRouche au niveau international, évidemment, connaît la nature du terrorisme. Et ce que je voulais faire pour vraiment débuter la présentation de manière solide, vous faire jouer un petit clip de peut-être 4 minutes, environ 4 minutes 30, d'une déclaration faite par Jacques Cheminade le 23 décembre, donc environ 2 semaines avant les attentats récents. Donc Charles, si tu peux faire jouer ce clip pour nos amis, ce serait bien. En fait, 2 semaines avant les attentats, déjà Jacques Cheminade et notre mouvement, plus particulièrement en France et aux États-Unis, menaient la charge contre le véritable terrorisme. Parce qu'il faut bien comprendre que des petites cellules terroristes qui existent par elles-mêmes, cela n'existe pas. On a affaire à des mouvements contrôlés financièrement et aussi idéologiquement, très important, idéologiquement aussi, par des groupes en Arabie Saoudite et aussi en Angleterre. Des gens en fait qui promeuvent la déstabilisation géopolitique depuis en fait plusieurs décennies, en fait depuis surtout la guerre froide. Mais même avant ça, on avait des groupes terroristes qui de type islamiste, comme on voit aujourd'hui, qui travaillaient directement avec la campagne du nazisme contre l'Union soviétique, car l'Union soviétique était vue comme une entité sans Dieu, et en fait c'était un des arguments principaux pour recruter des factions en Afrique et dans le Proche-Orient pour attaquer la Russie. Donc il y aurait toute une histoire à faire avec ça. Mais le point est que si on veut arrêter le terrorisme, il faut comprendre la situation internationale. Et il faut aussi comprendre la situation, non pas internationale, mais le fait que tout événement de ce type qu'on a vu à Paris peut se produire partout dans le monde demain matin. Il faut absolument que les citoyens de ce monde se mettent sur un piédestal, se mettent en mode d'urgence pour véritablement sauver les nations de la déstabilisation suivie par la destruction des nations. Donc évidemment, il va se passer beaucoup de choses en Europe. Les nations vont parler. Qu'est-ce que les gouvernements vont faire? Est-ce que les gouvernements vont se lancer tête première dans la destruction du Proche-Orient? Est-ce qu'ils vont au contraire prendre une grande bouffée d'air et penser justement à arrêter le terrorisme de manière d'arrêter le terrorisme en allant à la source du problème, qui est en fait le financement de ces entités-là et la protection que ces entités-là reçoivent? Ou est-ce qu'on va pas plutôt transformer la politique étrangère internationale
comme c'est le cas maintenant aux États-Unis. C'est-à-dire que, en fait, la journée même des attentats terroristes à Paris, qui ont fait 12 morts, on avait une conférence de presse de la plus haute importance qui s'est produite aux États-Unis, dans la capitale, évidemment, Washington, D.C. Une conférence de presse sur une mobilisation dont on a parlé ici à plusieurs reprises là, à nos présentations en Haïti. En fait, une conférence de presse sur la mobilisation pour publier les 28 pages qui ont été classifiées, qui ont été gardées secrètes. Donc, les 28 pages d'un rapport sur le 11 septembre, plus particulièrement d'où provenait le financement des attentats du 11 septembre. Donc oui, il faut absolument changer la politique étrangère des États-Unis. Et cette conférence sur, en fait, qui a financé le 11 septembre est une des présentations les plus importantes qu'on a eu l'occasion de voir dans les dernières semaines et peut-être même dans la dernière année. C'est-à-dire que cette conférence de presse qui était menée par trois élus américains, notamment le sénateur Bob Graham, l'ancien sénateur démocrate Bob Graham, aussi Walter Jones, qui lui est un membre du Congrès républicain de la Caroline du Nord, et aussi Stephen Lynch, qui lui est un démocrate du Massachusetts. Donc ces gens-là exigent que l'administration Obama déclassifie les 28 pages du rapport de la commission d'enquête conjointe du Congrès qui a documenté le rôle des Saoudiens dans les attentats du 11 septembre. Évidemment, il y avait aussi des invités. On avait par exemple Terry Strada, donc Terry Strada qui est une femme qui a perdu son mari lors des attentats du 11 septembre et qui est maintenant la coprésidente de l'association dont le titre en anglais est 9/11 Families and Survivors United for Justice Against Terrorism. Donc en français, l'association des familles et survivants unis du 11 septembre pour la justice contre le terrorisme. On avait aussi, à la présentation, il y avait aussi la sœur d'une des victimes du 11 septembre au Pentagone et Abraham Scott qui lui était qui a perdu sa femme lors des attentats quand les avions se sont écrasés dans le Pentagone au 11 septembre, donc à New York et à Washington. Et évidemment, ces gens-là sont en train de pousser la mobilisation, c'est-à-dire d'inclure le Congrès, pas le Congrès, pardon, mais le Sénat américain, donc que le Sénat américain puisse produire eux aussi une législation visant à déclassifier ces 28 pages-là. Et en fait, demande à Barack Obama d'agir comme l'a fait le président Lincoln durant la guerre civile, c'est-à-dire donc la guerre civile du 19e siècle, pour en fait informer la population américaine sur en fait la politique de Lincoln concernant la Grande-Bretagne qui était l'ennemi et comment la Grande-Bretagne en fait avait soutenu les rebelles confédérés, donc avait soutenu le Sud, avait soutenu les producteurs de coton et les défenseurs de l'esclavage aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on demande à Obama, fait la même chose, expose en fait ceux qui financent le terrorisme, qui sont en train de détruire des pays entiers et qui détruisent aussi des vies américaines, donc des soldats américains qui sont envoyés dans une situation complètement chaotique. Et aussi, évidemment, les États-Unis doivent arrêter d'appuyer et de protéger l'Arabie Saoudite sur ce fait-là. Parce que dès qu'il est question d'enquêter sur quelque chose, une institution, un groupe religieux saoudien aux États-Unis, et bien tout de suite, on a l'Arabie Saoudite qui clame l'immunité diplomatique. Donc, il n'y a absolument rien qui est fait à ce niveau-là. Et évidemment, l'ancien sénateur Graham a insisté sur le fait que la conférence de presse qui se poursuivait, qui se déroulait
la même journée que les attentats à Paris, qu'en fait, si les États-Unis avaient rendu public les 28 pages de ce rapport-là, on aurait probablement empêché les événements qui ont lieu à Paris au bureau de Charlie Hebdo. Parce que le but, c'est de mettre la lumière sur ces forces internationales qui financent la déstabilisation, donc qui inclut des institutions financières saoudiennes aussi, des institutions de Grande-Bretagne, et aussi évidemment détruire la culture du terrorisme qui provient aussi de l'Arabie Saoudite. Donc quand par exemple Cheminade parle du wahhabisme, on parle justement d'une culture religieuse très violente et en fait qui est défendue par l'Arabie Saoudite et aussi les mouvements comme État islamique, Al-Qaïda et toutes les autres extensions de ces mouvements-là. Donc ça c'est très révélateur parce que il faut comprendre, il faut vraiment se mettre dans la tête que il faut changer la politique étrangère en fait des pays de la zone transatlantique, donc l'Europe, les États-Unis, etc. Et de mettre l'accent sur en fait les véritables factions impériales qu'il faut détruire. Donc c'est important aussi de noter que cette conférence de presse-là, en fait, est un accomplissement d'une mobilisation sur plusieurs années, en fait, d'une mobilisation datant d'avant le 11 septembre même. Mais si on revient, par exemple, au 11 septembre, déjà, M. Larouche, un peu à la manière dont Jacques Cheminade l'a fait récemment, avec le clip que vous avez pu entendre, donc a été capable de prévoir ce genre d'activités terroristes comme étant justement des activités qui naissent dans une situation économique et politique très spéciale. Et déjà, M. Larouche, au mois de janvier 2001, donc plusieurs mois avant le 11 septembre, parlait déjà en fait que l'administration Bush, qui allait naître des élections, allait vouloir créer une condition pour créer une dictature aux États-Unis et aurait besoin de ce que M. Larouche appelait un événement qu'on appelle un événement à la Reichstag, c'est-à-dire en anglais un Reichstag Fire Incident. M. Larouche faisait référence à l'incendie du Parlement allemand en 1933 qui a permis par la suite à Adolf Hitler de justifier des mesures dictatoriales où le parti nazi, qui n'était même pas un parti majoritaire, a réussi à en fait déclarer les lois martiales et ensuite éliminer l'opposition et l'éliminer physiquement par la suite, et on connaît le reste de l'histoire. Et évidemment, quand le 11 septembre s'est produit, M. Larouche parlait déjà à une émission de radio située à Salt Lake City, donc dans le nord-ouest des États-Unis, dans la capitale dans la capitale, pas la capitale, mais l'État de l'Utah. Et parlait déjà, en fait, était en ondes alors que l'événement se déroulait. Et une des choses que M. Larouche a dit à ce moment-là, il a dit « J'espère qu'on ne va pas blâmer tout ça sur Osama Ben Laden. » Et on se rappelle, Ben Laden était un peu la figure démoniaque que les Anglais et les Américains avaient utilisée en fait, pour justifier une guerre sempiternelle en Afghanistan et en Irak. Sachant très bien que en fait, la famille Ben Laden a des liens très serrés avec la famille Bush aux États-Unis et qu'en fait, Obama est une espèce de création de la CIA et des réseaux financiers londoniens. Et ça, ce sont des choses qui étaient connues. Donc évidemment, M. Larouche disait, si vous blâmez ça sur Osama Ben Laden, vous êtes en train en fait de cacher les véritables auteurs de ces attentats-là. Et là, évidemment, on a exposé par la suite toute la faction entourant George Bush Jr., des gens comme Dick Cheney, des gens comme Paul Wolfowitz, Richard Pearl, des gens qui, en fait, parlaient bien avant 2001 de créer, en fait, on en a parlé à une de nos émissions quand on parlait du projet pour un nouveau siècle américain. Donc, l'idée là, de faire des États-Unis
une puissance mondiale et passer par la dictature pour le faire et en fait empêcher les autres nations de s'élever économiquement dans un faux risque, clairement un faux risque que les nations qui allaient s'élever allaient vouloir remplacer les États-Unis dans une espèce de bataille géopolitique de science-fiction. Donc, évidemment, le rôle, en fait, de notre mouvement, du mouvement Larouche, et le rôle, j'espère, de tout citoyen doté de raison, est d'exposer le monde impérial et d'exposer le fait que le monde se situe maintenant dans une crise économique sans précédent, en fait une crise comparable avec l'effondrement de l'Europe lors de, lors de la peste noire qui a sévi au 14e siècle en Europe, qui a vu en fait la destruction de la moitié des villes de l'Europe et d'environ, on parle d'environ de 30 à 40% de la population européenne qui est décédée lors de cette peste noire, lors de cet en fait effondrement économique qui conduit à des conditions horribles d'hygiène et aussi de folie mentale. Les gens étaient complètement, on avait des fous religieux à tous les coins de rue. Donc on se retrouve dans une situation similaire où les nations peuvent disparaître. Et en fait, quand on regarde la situation économique actuelle, on voit en fait que y a beaucoup d'inquiétudes concernant la crise pétrolière actuelle. Ici au Canada, les gens ne semblent pas prendre conscience de ça parce que, en fait, l'impact direct pour les gens ici et dans d'autres pays aussi, c'est que le prix du pétrole à la pompe a baissé dramatiquement. Donc la population est comme un peu contente de ce qui se passe maintenant, mais le véritable problème, c'est que, encore une fois, l'Arabie Saoudite et les membres de l'OPEC, en fait certains membres de l'OPEC, sont en train d'artificiellement réduire le prix du baril de pétrole. En fait, une baisse que peu de nations peuvent encaisser. Donc l'Arabie Saoudite peut le faire. Et le but de tout ça est en fait de nuire à la nation russe, parce que la nation russe exporte évidemment beaucoup de pétrole, de gaz naturel, etc. Et le but était de réduire la force économique de la Russie et espérer ainsi forcer les Russes à suivre le modèle impérial britannique actuel. Heureusement, en fait, bon, c'est un peu difficile à dire, mais heureusement, la Russie n'a pas cédé au chantage. Mais le problème est que le monde entier maintenant est en train de subir une crise à cause de cette baisse de pétrole. Par exemple, aux États-Unis et au Canada, en fait, les investissements concernant l'industrie pétrolière et l'industrie du gaz naturel est en fait coincé parce que en Amérique du Nord, beaucoup d'investissements, on parle évidemment de centaines de milliards de dollars, ont été faits dans l'exploitation de ce qu'on appelle le gaz de schiste, donc qui est un gaz enfoui dans le sol et qu'on peut réussir à extirper moyennant des technologies assez dispendieuses. Évidemment, si le baril de pétrole se vend à 130 dollars, se vend à 130 dollars l'unité, évidemment, ces investissements-là sont justifiables. Mais quand le baril de pétrole est à 50 dollars, donc ce qui arrive, c'est que les investissements qui ont été faits par des banques et par des institutions pétrolières, ces investissements-là ne pourront jamais générer de profit. Donc, en fait, on se retrouve avec une bulle financière de plusieurs centaines de milliards de dollars qui risque d'exploser bientôt. Et là, on ne parle pas simplement de la compagnie Shell ou British Petroleum, on parle de banques. Donc, on parle de banques dans lesquelles les gens ont inséré ont investi leur argent, ont déposé leur argent personnel. Donc, ces banques-là qui vont subir des pertes énormes. Donc, quelle va être la réaction des nations? Comment on va réagir à cette situation-là? Évidemment, cette crise-là peut amener tout le système financier dans une destruction totale.
Et il faut en fait réagir avant que justement la situation soit trop avancée et qu'il soit en fait trop tard pour l'adresser. Donc cette crise-là en fait donne beaucoup de donne beaucoup de, je dirais, d'appui à des groupes et à des institutions qui veulent en fait changer la donne actuelle. On a parlé beaucoup des nations du BRICS et de la Chine, je vais en reparler dans quelques instants. Mais si on prend par exemple le cas de la Grèce qui bientôt va rentrer dans des élections, des élections nationales, et il y a beaucoup de partis, de gens qui veulent sortir de l'euro. Parce qu'évidemment, la Grèce, qui est sûrement le pire exemple en Europe de la destruction imposée par le système euro, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, qui est vraiment en charge de l'économie là-bas, la Commission européenne en tant que telle, et en fait aussi les autres nations qui sont soumises à ce système-là. Donc la Grèce dit, nous voulons survivre, nous voulons sortir de l'euro. Et évidemment, ça crée un élan de panique dans le marché financier mondial. Mais ce qui est intéressant, c'est que des économistes en Allemagne ont publié un article justement expliquant que si la Grèce sort de l'euro, en fait, c'est loin d'être la fin du monde, même que d'autres nations pourraient emboîter le pas par la suite et qu'on éviterait en fait cette espèce de fausse explosion de l'euro ou l'explosion de l'Europe en tant que telle. Et qu'en fait, les nations de l'Europe peuvent aller vers un système qui n'utilise pas l'euro. Évidemment, le mouvement Larouche depuis les années 90, où on expose en fait la fraude qu'a été la zone euro et tous les traités, comme le traité de Maastricht, qui étaient en fait des traités qui forçaient vraiment des restrictions financières à toutes les nations dans le but de créer une institution financière qui allait contrôler toutes les nations de l'Europe. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et c'est pour ça que les nations comme la Grèce veulent quitter l'euro. Donc, de donner ce sens-là à l'Europe est très important. Et aussi un point que j'ai peut-être pas assez bien mentionné au début, parce que quand on parle des attentats qui ont lieu à Paris, il faut aussi comprendre que la France est une nation maintenant, qui est une nation très importante pour la zone euro. Donc, toute décision prise par elle peut enclencher beaucoup de changements. Mais la France était en fait une des nations qui récemment a mené plusieurs discussions bilatérales avec la Russie dans le but un peu justement de calmer la situation, de calmer les tensions entre la Russie et l'Europe et d'essayer d'amener une solution diplomatique concernant l'Ukraine et la situation qui sévit là-bas avec l'énorme déstabilisation, la montée des groupes fascistes, etc. Et notamment à la journée du 1er janvier, les mouvements fascistes sont sortis dans les rues de la capitale de l'Ukraine, Kiev, pour célébrer l'anniversaire de Stepan Bandera, qui était l'agent nazi principal en Ukraine, donc durant le régime de Adolf Hitler. Donc de célébrer l'anniversaire de cette personne-là, vous le voyez déjà, vous voyez en fait la montée fasciste dont on a parlé, dont notre mouvement a parlé et dont aussi la Russie a parlé en Ukraine. Donc cette mobilisation qui va recréer des instances fascistes dictatoriales et c'est évidemment des choses qu'on ne veut plus voir on ne veut plus voir se former en Europe. Donc cette crise pétrolière et cette crise économique, il faut l'arrêter. Il faut détruire cette crise. Évidemment, on détruit une crise à travers le développement. Et pour terminer, je dois parler justement d'un fait très important pour Haïti et pour les Caraïbes et l'Amérique latine en général. C'est-à-dire que la Chine, donc le président Xi Jinping, hier, a donné a donné les détails d'un plan de collaboration pour les 5 prochaines années entre
la Chine et le groupe CELAC, donc la communauté des États latino-américaines et des Caraïbes, qui inclut aussi le Mexique et qui inclut évidemment Haïti. Donc des investissements, en fait, écoutez bien ça, on parle d'investissements de plus de 250 milliards de dollars durant les 10 prochaines années. Donc avancé là, par la Chine. Donc, il y a eu une déclaration faite sur le site des nations du BRICS, donc le bricspost.com, et dans lequel on parle plus particulièrement d'investissements vers le Venezuela et la Chine. Mais, évidemment, les nations des Caraïbes sont impliquées. On parle d'investissements touchant 30 milliards de dollars pour les Caraïbes en général. Ce qui veut dire, évidemment, une reconstruction potentielle d'Haïti et en fait aussi une modernisation des infrastructures haïtiennes. Donc, quand je parle de ça, évidemment, on peut entendre plusieurs voix cyniques ou pessimistes qui pourraient dire, comme dans un des articles, en fait, touchant cette nouvelle-là, mais je crois que c'était... donc en fait, on parle en fait de réactions pessimistes par rapport à la Chine et ses investissements dans les Caraïbes. On parle d'une opération de séduction. Et le problème dans cette approche, de cette fausse compréhension-là, c'est qu'on ne comprend pas la mobilisation des nations du BRICS. Les gens ne comprennent pas encore que les nations du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, sont en train de mener une politique qu'on appelle une politique de coopération gagnant-gagnant, dont l'a mentionné le président Xi Jinping, le président chinois, à plusieurs reprises. Et on est en train, en fait, de retourner au principe de 1648, le traité de Westphalie de 1648 qui a mis fin à la guerre de religion entre les nations européennes à l'époque. Donc un traité de l'avantage d'autrui, où on a changé la dynamique, graduellement évidemment, ça ne s'est pas fait d'un seul coup, mais on a changé la dynamique pour amener les nations européennes vers l'autodéveloppement et le développement des nations environnantes, des nations voisines, comme étant la véritable intention des nations, plutôt que d'avoir une logique de guerre perpétuelle, comme c'était le cas en Europe à ce moment-là, où les gens se battaient pour des raisons religieuses, même que les gens naissaient dans ce conflit, et en fait ne se posaient même plus de questions à savoir d'où vient ce conflit, est-ce que c'est un bon conflit. Les gens entraient dans une logique de guerre dès qu'ils étaient nés. Donc c'est vraiment une folie meurtrière. Et les nations du BRICS ne sont pas en train de jouer ce jeu, ne sont pas en train de jouer un jeu de contrôle impérial, comme on le voit avec des institutions comme Wall Street ou la City de Londres. Ils sont en train de promouvoir une logique de développement d'autrui. Et en fait, on peut donner un bon exemple de ça. Et j'aimerais rappeler justement à ceux qui nous écoutent que la Chine, et plus précisément le premier ministre chinois, Li Keqiang, donc je répète le nom, Li Keqiang, et ça s'écrit K-E-Q-I-A-N-G. Donc pardonnez mon accent chinois. Donc le premier ministre chinois, le 5 mai 2014, annonçait des investissements supplémentaires d'un montant de 12 milliards sur le continent africain. Et déjà, notre mouvement avait en fait dévoilé à la population des Amériques et de l'Europe que la Chine, déjà en 2013, annonçait le début de travaux, notamment au Kenya et aussi en Éthiopie. Donc des projets de liaison ferroviaire de plusieurs centaines de kilomètres. Par exemple, au Kenya, on parlait d'un projet de 450 kilomètres en vue de relier la capitale du Kenya, nommée Nairobi, à la ville Mombasa,
qui est une ville avec un port. Le port principal se situe à Mombasa. Même chose en Éthiopie où on parle d'une liaison ferroviaire de 756 km reliant Addis Ababa à la ville de Djibouti sur la côte. Et aussi des rénovations d'un chemin de fer qui relie le Kenya et l'Ouganda dans la vallée du Rift. Un projet de plus de 2200 km entre la ville Mombasa, donc la ville où il y a le port principal du Kenya, et la ville de Kampala en Ouganda. Ça, on parle de la fin 2013. Donc la question qu'on se pose, mais pourquoi faire ça? Pourquoi est-ce que la Chine ne fait pas comme a fait l'Europe pendant les dernières, depuis les derniers siècles? Pourquoi est-ce que la Chine ne se contente pas simplement de prendre les ressources, de déstabiliser l'Afrique et de s'en mettre plein les poches? Pourquoi construire des chemins de fer? Eh bien, la réponse à ça est très simple. Le chemin de fer est le cauchemar de l'Empire britannique et le cauchemar, en fait, de tout empire des derniers siècles. Parce que quand on parle d'un chemin de fer, on parle d'un développement continental. On parle de l'introduction d'une technologie qui va permettre justement la création de d'autres technologies, qui va permettre un lien entre des peuples, donc un lien en fait culturel, religieux, intellectuel et scientifique, et aussi évidemment culturel. Et c'est en permettant cet échange qu'on peut créer le développement des nations et qu'on peut créer justement pas simplement une ouverture d'esprit, mais une amélioration de l'esprit. Donc améliorer la créativité de la population à travers ce dialogue des cultures qui est permis par ce chemin de fer. On ne parle pas simplement de créer des emplois pour faire le chemin de fer. On parle d'un échange entre des esprits, entre des cultures différentes, mais étant tous des êtres humains. Évidemment, on ne parle pas simplement de nos différences, mais on parle aussi de ce qui nous amène dans une unité qu'on peut appeler une unité humaine. Donc, à travers tout ça, et c'est pour ça que le rôle de l'Europe en Afrique a été toujours de déstabiliser de toute manière possible, déstabiliser les peuples, de construire des infrastructures dans le seul but de piller le continent africain. Donc, de faire de tout petits chemins de fer entre la mine de diamants et le port pour ensuite envoyer les ressources en Angleterre. Et évidemment aussi de créer, ce qui est un peu ridicule, mais qui démontre la folie de l'Empire britannique, qui était de créer en fait différents chemins de fer, mais qui étaient incompatibles entre les nations. Donc avec justement un jaugeage différent, donc un chemin de fer soit plus étroit, soit plus mince, et sur lequel en fait il n'y avait aucun moyen de communiquer. Et la Chine annonce en 2013, donc en novembre 2013, on annonçait la volonté chinoise de créer un système de chemin de fer à haute vitesse reliant toutes les capitales du continent africain. Ce qui serait en soi une révolution incroyable, non seulement pour le continent africain, mais qui permettrait au continent africain de faire bénéficier en fait le monde entier, c'est-à-dire d'introduire l'Afrique dans une mobilisation internationale pour le développement de l'espèce humaine. Donc évidemment, ça inclut le développement de la fusion nucléaire, le développement du programme spatial, le développement agricole. L'Afrique a un potentiel énorme pour nourrir le monde, mais l'Afrique est en train d'être désertifiée maintenant parce que l'être humain n'agit pas maintenant. Donc, et c'est là, je crois, toute la différence. La Chine parle à plein de nations, fait d'énormes investissements, et la Chine redonne en retour. Donc, de construire des infrastructures est maintenant le projet essentiel de la Chine et des nations du BRICS. Et tout ça est aussi causé justement par la mobilisation
de notre mouvement, notamment notre institut nommé Institut Schiller, mené par Helga Zepp Larouche, notre représentante, la représentante du mouvement Larouche en Allemagne, qui déjà dans les années 90 avait visité à plusieurs reprises la Chine pour parler du retour, en fait de la renaissance de la route de la soie, qu'on avait transformé comme étant le pont terrestre eurasiatique. Donc en fait, aujourd'hui, les nations du BRICS et la Chine plus particulièrement s'engagent dans cette politique de développement eurasiatique dont notre mouvement a fait la promotion pendant des années et des années à travers des centaines de conférences en Asie et en Europe, et dans le but justement de sortir de cette crise économique et de ce système impérial. Plus récemment, Mme Zepp Larouche a fait plusieurs entrevues, plusieurs voyages en Chine, donc cette année, l'année dernière, et les gens en Chine reconnaissent Mme Larouche comme étant la dame de la route de la soie. Donc, les Chinois reconnaissent le rôle qu'elle a joué dans la promotion de cette politique. Donc, mon message pour Haïti est très simple. Les choses changent, mais il ne faut pas se croiser les bras et fermer les yeux et simplement crier victoire. Ce serait une erreur fondamentale. Parce que on cherche aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, on cherche à faire la guerre aux nations du BRICS, notamment la Russie, la Chine et l'Inde plus particulièrement. Donc, tant que ce danger de guerre est présent, on ne peut pas se croiser les bras et crier victoire. Et même si on regarde la proposition chinoise, qui est un investissement évidemment énorme, le but est d'accélérer ce développement-là. Donc, avec les États-Unis libérés de la présence de Barack Obama et de la famille Bush, on avait parlé à nos dernières émissions justement du retour de la famille Bush sous le nom en fait du dernier, du petit dernier de la famille Bush, un dénommé Jeb Bush, dont certains connaissent comme ayant été le gouverneur de la Floride pendant plusieurs années, je crois pendant environ 7 ans. Peu importe, donc il était gouverneur de la Floride et cette personne-là veut retourner, veut se représenter, pas se représenter, mais se présenter pour en fait les intérêts de la famille Bush et des intérêts impériaux aux États-Unis. Et a justement donné récemment a fait un fundraising event, donc a déclaré, pas déclaré, mais a organisé un événement pour ramasser des fonds pour sa campagne dans la ville de Greenwich, dans l'État du Connecticut. Et Greenwich est connu comme étant en fait la capitale des fonds de produits dérivés aux États-Unis. Donc les fonds de produits dérivés ouvrent leur bureau à Greenwich. Donc si Jeb Bush s'en va là-bas pour ramasser des fonds, bien il est en train en fait de cogner à la porte de Wall Street pour avoir leurs fonds et justement leur montrer son intérêt à représenter les idées et les politiques de Wall Street et de la City de Londres. Donc, Haïti doit se joindre aux nations du BRICS de manière plus directe. Et en même temps, si on libère les États-Unis, si les États-Unis joignent les nations du BRICS, là, on va parler de vraie révolution. Cependant, il faut toujours être aux aguets. Je crois qu'on a besoin que les politiciens s'investissent, les politiciens haïtiens s'investissent dans cette mobilisation-là. Il faut aller les rejoindre. Ça, on a besoin de votre aide pour ça. On a besoin de circuler notre pétition pour que les États-Unis et l'Europe joignent la mobilisation du BRICS et permettent en fait un véritable changement international pour mettre le système impérial à la poubelle une fois pour toutes. Donc voilà. J'espère que. Est-ce qu'il y a des questions ou des précisions à donner? J'ai encore quelques minutes. Pas de problème, c'est que je dois te dire que l'assistance me demande de retourner justement le discours Ah, d'Archeminade. Bon, je vais montrer ma satisfaction à ces gens-là. Et puis, une question, et parce que tout le monde dans la salle me demande si
si l'on peut par hasard trouver le discours que M. Lyndon LaRouche avait fait bien avant justement l'incident du 11 septembre. Je ne sais pas si je peux les promettre que ce soit vendredi prochain, on pourra tourner ça. Ça dépend de toi pour qu'on puisse savoir ce qu'on pourra faire. Mais de toute façon, on me demande de faire jouer encore une fois. C'est ce que je dis. Oui, le discours est disponible de manière. En fait, on pourra regarder. Ce que je pourrais faire au moins, c'est en fait prendre la version anglophone et essayer de vous donner justement un sens de ce qui a été dit. Je ne suis pas sûr si ça a été traduit tout en français, mais il y a de fortes chances que ça l'a été. Donc, on pourrait justement en parler là, à notre prochaine rencontre. D'ici là, ce que je dirais aux gens, et en fait, Charles, tu pourras aussi jouer un rôle là-dedans, parce que j'ai envoyé à Charles plusieurs en fait, documents audio qui sont des conférences qui ont été faites en France. Et en fait, trois présentations. Je crois que l'une d'entre elles, on a déjà fait jouer à la radio. Mais trois présentations qui touchent justement sur la question de terrorisme international, fait par Jacques Cheminade, Christine Bière, et aussi une émission une émission télé qui a été dans laquelle Cheminade passe en entrevue, qui est une présentation très révélatrice, très importante. Évidemment, Cheminade est une personnalité très importante en Europe et en France. Donc, tous ces documents-là vont être disponibles. On pourra les faire jouer là, à l'émission de radio à certains moments. Donc, restez à l'écoute. Mais c'est sûr, je vais vous redonner là, des nouvelles concernant ce discours de M. Larouche avant le 11 septembre. Merci Jean-Philippe. Je dois te dire avant de partir que en fait, le propos de Jacques Cheminade va être tourné en première émission de ce soir. C'est si bien apprécié, donc c'est très important de nous l'avoir envoyé. Merci beaucoup, toi et moi, on se reparle. On s'en parle, Charles. Merci. Merci, parfait. Merci. Mais ce que je voulais faire pour vraiment débuter la présentation de manière solide, vous faire jouer un petit clip de peut-être 4 minutes, environ 4 minutes 30, d'une déclaration faite par Jacques Cheminade le 23 décembre, donc environ 2 semaines avant les attentats récents. Donc Charles, si tu peux faire jouer ce clip pour nos amis, ce serait bien. En fait, 2 semaines avant les attentats, déjà Jacques Cheminade et notre mouvement, en fait, plus particulièrement en France et aux États-Unis, menaient la charge contre le véritable terrorisme. Parce qu'il faut bien comprendre que des petites cellules terroristes qui existent par elles-mêmes, cela n'existe pas. On a affaire à des mouvements contrôlés financièrement et aussi idéologiquement, très important, idéologiquement aussi, par en fait des groupes en Arabie Saoudite et aussi en Angleterre. Des gens en fait qui promeuvent la déstabilisation géopolitique depuis en fait plusieurs décennies, en fait depuis surtout la guerre froide. Mais même avant ça, on avait des groupes terroristes qui en fait de type islamiste, comme on voit aujourd'hui, qui travaillaient directement avec la campagne du nazisme contre l'Union soviétique. Car l'Union soviétique était vue comme en fait une entité sans Dieu. Et en fait, c'était un des arguments principaux pour eux. En fait, la journée même des attentats terroristes à Paris, qui ont fait 12 morts, on avait une conférence de presse de la plus haute importance qui s'est produite aux États-Unis, dans la capitale, évidemment, Washington, D.C. Une conférence de presse sur une mobilisation dont on a parlé ici à plusieurs reprises là, à nos présentations en Haïti. En fait, une conférence de presse sur la mobilisation pour publier les 28 pages qui ont été classifiées, qui ont été gardées secrètes. Donc, les 28 pages d'un rapport sur le 11 septembre, plus particulièrement d'où provenait le financement des attentats
du 11 septembre. Donc oui, il faut absolument changer la politique étrangère des États-Unis. Et cette conférence sur, en fait, qui a financé le 11 septembre est une des présentations les plus importantes qu'on a eu l'occasion de voir dans les dernières semaines et peut-être même dans la dernière année. C'est-à-dire que cette conférence de presse qui était menée par trois élus américains, notamment le sénateur Bob Graham, l'ancien sénateur démocrate Bob Graham, aussi Walter Jones, qui lui est un membre du Congrès républicain de la Caroline du Nord, et aussi Stephen Lynch, qui lui est un démocrate recruté des factions en Afrique et dans le Proche-Orient pour en fait attaquer la Russie. Donc il y aurait toute une histoire à faire avec ça. Mais le point est que si on veut arrêter le terrorisme, il faut comprendre la situation internationale. Et il faut aussi comprendre la situation, non pas internationale, mais le fait que tout événement de ce type qu'on a vu à Paris peut se produire partout dans le monde demain matin. Il faut absolument que les citoyens de ce monde se mettent sur un piédestal, se mettent en mode de urgence pour véritablement sauver les nations de la déstabilisation suivie par la destruction des nations. Donc évidemment, il va se passer beaucoup de choses en Europe. Les nations vont parler. Qu'est-ce que les gouvernements vont faire? Est-ce que les gouvernements vont se lancer tête première dans la destruction du Proche-Orient? Est-ce qu'ils vont au contraire prendre une grande bouffée d'air et penser justement à arrêter le terrorisme de manière, d'arrêter le terrorisme en allant à la source du problème, qui est en fait le financement de ces entités-là et la protection que ces entités-là reçoivent? Ou est-ce qu'on ne va pas plutôt transformer la politique étrangère internationale comme c'est le cas maintenant aux États-Unis? C'est-à-dire que du Massachusetts. Donc ces gens-là exigent que l'administration Obama déclassifie les 28 pages du rapport de la commission d'enquête conjointe du Congrès qui a documenté le rôle des Saoudiens dans les attentats du 11 septembre. Évidemment, il y avait aussi des invités. On avait par exemple Terry Strada, donc Terry Strada qui est une femme qui a perdu son mari lors des attentats du 11 septembre et qui est maintenant la coprésidente de l'association dont le titre en anglais est 9/11 Families and Survivors United for Justice Against Terrorism. Donc en français, l'association des familles et survivants unis du 11 septembre pour la justice contre le terrorisme. On avait aussi, à la présentation, il y avait aussi la sœur d'une des victimes du 11 septembre au Pentagone et Abraham Scott, qui lui était, qui a perdu sa femme lors des attentats, quand les avions se sont écrasés dans le Pentagone au 11 septembre. Donc, à New York et à Washington. Et évidemment, ces gens-là sont en train de pousser la mobilisation, c'est-à-dire d'inclure le Congrès, pas le Congrès, pardon, mais le Sénat américain. Donc, que le Sénat américain puisse produire eux aussi une législation visant à déclassifier ces 28 pages-là. Et en fait, demande à Barack Obama d'agir. Bon, bonjour à tous. Ici Jean-Philippe Lebleu avec le Comité pour la République du Canada. On est maintenant le 9 janvier 2015. Encore une fois, bonne année à tout le monde. Je voudrais commencer avec une note un peu plus sérieuse parce que on a tous entendu parler, je crois, des récents événements à Paris, en France, où on a eu, je crois que c'était hier ou avant-hier, on a eu une tuerie qui s'est produite dans un bureau d'un magazine français populaire, le Charlie Hebdo, évidemment qui a frappé vraiment
l'imaginaire de l'Europe. On a vraiment eu très peur de cet événement-là. Aujourd'hui, on a appris aussi que en fait les événements terroristes continuent. On a eu maintenant une prise d'otage dans un supermarché de Paris. Évidemment, on fait beaucoup de liens avec ce qui s'est passé là, lors de l'assassinat des 12 personnes au bureau de Charlie Hebdo. On pense avoir capturé aussi certains des responsables, les avoir identifiés. Donc, beaucoup de choses se produisent, mais en fait, ces choses-là, ce genre d'action-là, il fallait y être prêt. Il fallait s'y préparer à cause de la situation politique internationale. Et notre mouvement, le mouvement de Lyndon LaRouche au niveau international, évidemment, connaît la nature du terrorisme.